Chers amis, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi à la même heure pour l'émission Judaï-Cannes, votre émission, le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, notre invité est Guy Lévy. Il se partage entre notre communauté de Cannes et celle de Meudon, dans la région parisienne, depuis plus de 30 ans. Guy Lévy est diplômé de sciences politiques et de sciences éco et également de l'école des langues orientales. Il est vice-président de l'association Montréal, Mémoire et tradition des Juifs d'Algérie, qui fait paraître ces jours-ci, à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, un recueil de textes dont il est un des rédacteurs en chef sur le thème « Les Juifs d'Algérie et la terre d'Israël ». Donc Guy est actuellement à Cannes et c'est pour ça que nous lui avons demandé de nous parler de Yom Ha'atzmaut que notre communauté de Cannes, comme toutes les communautés juives du monde, va fêter et a fêté mercredi soir et fêtera le lundi 23 avril avec ce que nous a présenté Chantal Ziegelman. Guy Lévy, bonjour Guy. Bonjour Carole. Guy, je voudrais, nous allons faire entendre un premier enregistrement historique c'est un document qui parle de la création d'État d'Israël. Et ensuite, nous aborderons notre première question. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies vote la partition de la Palestine. Par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la résolution 181 approuve le partage de l'ancien mandat britannique entre deux États, l'un juif, l'autre arabe, et prévoit de placer Jérusalem sous contrôle international. C'est le début d'une guerre civile et d'un conflit généralisé avec le monde arabe 6 mois plus tard, lorsque Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. La Grande-Bretagne avait reçu le mandat sur la Palestine au lendemain de la Première Guerre mondiale et doit concilier la déclaration de Balfour de 1917 en faveur d'un foyer national juif avec sa promesse de créer un vaste État arabe indépendant dans la région. L'administration coloniale, d'abord favorable au sionisme, autorise l'immigration juive en Palestine occidentale et réserve la Transjordanie à l'émir Abdullah pour apaiser les revendications arabes. Mais la politique de rachat des terres par les sionistes, qui veulent établir un État juif en Palestine, provoque des émeutes de plus en plus violentes qui aboutissent à la grande révolte arabe de 1936. Un an plus tard, la commission Peel envisage pour la première fois une partition de la Palestine occidentale. Mais à quelques jours de la Seconde Guerre mondiale, Londres change son fusil d'épaule, restreint l'immigration et soutient l'idée d'un État unitaire. Avec la persécution des Juifs d'Europe, le sionisme encore minoritaire en 1939 s'impose et se retourne contre la Grande-Bretagne à la fin de la guerre. Dans l'incapacité de maintenir l'ordre, celle-ci remet son mandat aux Nations Unies. Alors Guy, première question. L'État d'Israël a été créé en 1948 et cela a été un vrai challenge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cher Guy, comment ou le processus politique qui a abouti à cet événement? Voilà. Oui, ben, je vais essayer en quelques minutes, effectivement, de répondre à votre question, ce qui sera là aussi un vrai challenge, parce que c'est un processus qui a été quand même assez long dans le temps. Et qui aboutit au jour de l'indépendance de l'État d'Israël, Yom Ha'atzmaut. Il faut se rappeler que durant près de 2000 ans, les Juifs ont porté l'espérance d'un retour à Sion, et chaque année à Pessah, les Juifs ont formulé le vœu l'année prochaine à Jérusalem. Tout au long de ces 2000 ans, les Juifs ont entretenu un lien non seulement spirituel, mais physique avec la terre de leurs ancêtres, et les plus religieux d'entre eux, bravant tous les dangers, se sont rendus en Palestine pour attendre au plus près l'arrivée du Mashiach. Mais ce processus politique s'est véritablement enclenché à la fin du XIXe siècle, lorsque Theodor Ernst, journaliste autrichien, qui suivait à Paris le procès du capitaine Dreyfus, a pris conscience
de l'antisémitisme virulent qui sévissait en Europe et qu'il fallait trouver une solution politique. Cette solution politique, il l'a imaginée dans un livre intitulé « L'État juif » qu'il a publié en 1896. Dans ce livre, il préconisait la création d'un État national du peuple juif. Theodor Herzl terminait son livre en disant « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». En 1897, le premier congressionniste, qui inspiré justement par la vision de l'État juif de Herzl, proclama le droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays. Partout dans le monde, et particulièrement en Europe de l'Est, où résidaient dans la misère et l'oppression de très grandes communautés juives, un immense espoir se leva qui incita de plus en plus de pionniers à rêver à la résurrection d'un État pour le peuple juif et qui partirent fonder des colonies et des kibbutz avec l'ambition d'assécher les marais et de faire refleurir le désert. Parallèlement à ce combat sur le terrain, des hommes comme Eliezer Ben Yehuda s'attachaient avec succès à faire revivre la vieille langue hébraïque pour lui permettre de redevenir la langue vivante des échanges entre juifs. Le 2 novembre 1917, c'est une date importante, la déclaration Balfour, qui fut réaffirmée par le mandat de la Société des Nations, accordait une reconnaissance internationale formelle des liens du peuple juif avec la terre d'Israël, ainsi que son droit d'y reconstituer son foyer national. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, qui a anéanti des millions de Juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence d'une patrie juive, par le rétablissement d'un État juif qui ouvrirait ses portes à tous les Juifs et conférerait au peuple juif l'égalité des droits au sein de la famille des nations. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution prévoyant la création d'un État juif indépendant dans le pays d'Israël et invita les habitants du pays à prendre les mesures nécessaires pour appliquer ce plan. Je voudrais vous montrer d'ailleurs un document historique qui retrace ce vote aux Nations unies. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes. Those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarus, yes. Egypt, no. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Guatemala, yes. Haiti, yes. Honduras, abstain. Iran, no. Iraq, no. Lebanon, no. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The motion of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Le vote de cette Assemblée générale donc laissait quelques mois aux Juifs et aux
aux habitants en tout cas du pays de Palestine de trouver une solution et de créer et de mettre en place cet État. Le 14 mai 1948, soit le 5 Iyar 5708 du calendrier israélite, l'État d'Israël fut proclamé par Ben Gurion. Cette date du 5 Iyar 5708 marque le jour de la proclamation de la création de l'État d'Israël. C'est le Yom HaAtzmaut, dont l'anniversaire tombera cette année, 2018, le 19 avril. Cette date, ce Yom HaAtzmaut est fêté chaque année et donne lieu à des réjouissances publiques dans tout le pays d'Israël, un peu comme le 14 juillet en France. Il faut toutefois noter que cette fête nationale en Israël n'est pas purement laïque. Le grand rabbinat d'Israël l'a instituée comme une fête religieuse, un peu comme Purim et Hanouka, et des offices spéciaux ont lieu dans les synagogues au cours desquels sont récités les hymnes de louanges qui composent le Hallel. Je rajouterai également que ce Yom HaAtzmaut est précédé, la veille, par le jour du souvenir, le Yom HaZekaron, où est rappelée la mémoire de toutes les victimes tombées dans les guerres d'Israël. Il s'agit de la mémoire de plus de 22 000 juifs, 22 000 personnes, qui est saluée notamment par une minute de silence dans tout le pays d'Israël. Et aussi les attentats commis contre les juifs. Également, oui. À cette occasion, leur mémoire est rappelée. Concernant cette proclamation de l'État d'Israël, y a-t-il des points particuliers que vous souhaiteriez souligner? La renaissance politique d'un État, 2000 ans après sa destruction, n'est pas un événement anodin. C'est même, me semble-t-il, un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Cette espérance qu'ont portée les Juifs d'un retour à Sion, que prédisait le prophète Ésaïe, et qu'ils évoquaient avec les paroles du psalmiste « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais ». Cette espérance s'est concrétisée, et cet état auquel rêvaient les Juifs est devenu réalité. Mis à part les immenses souffrances qu'ont subies les Juifs dans la Gola, et l'immense courage et abnégation qu'il a fallu aux pionniers et aux combattants de la guerre d'indépendance, je voudrais souligner 2 points particuliers. Tout d'abord, témoigner une reconnaissance particulière aux générations de rabbins qui, partout dans le monde, à travers le temps, les siècles, ont été les bergers du peuple juif. Ils ont su recueillir et transmettre l'antique sagesse du peuple hébreu et aider les communautés dont ils avaient la charge à surmonter les dures épreuves qu'elles ont traversées pour les mener jusqu'à la terre promise. Dans le monde matériel dans lequel nous vivons de nos jours, on a du mal à imaginer la foi et l'abnégation qu'il a fallu à des générations de Juifs pour continuer, au prix de leur vie parfois, à continuer à assurer la transmission. Cela, nous le devons en grande partie à nos rabbins, à qui je pense il faut rendre un réel hommage. Le deuxième point que je voudrais souligner, j'en ai choisi 2. Le deuxième point concerne les volontaires de la guerre d'indépendance, qu'on appelle en Israël les Mahalnikim. En 1948, lorsque l'État d'Israël fut créé et déclaré, et que les pays arabes menaçaient son existence, il y eut 4 ou 5 000 juifs venus de plus de 40 États différents qui se sont portés volontaires pour combattre avec leurs frères juifs et pour défendre le jeune État. Ces volontaires, dont certains payèrent de leur vie, leur engagement, témoignèrent par leur acte la solidarité du peuple juif au moment où les habitants du jeune État en avaient le plus besoin. Israël a bien sûr reconnu, comme il se doit, les sacrifices de ces jeunes hommes et femmes
Mais le temps passant, on pourrait avoir tendance à les oublier. C'est pourquoi, parmi les points que je voulais signaler, il y avait cette mémoire particulière pour les Machalnikim. En traduction, comment ça se traduit, Machalnikim? Volontaire de la guerre d'indépendance. C'était volontaire venant de l'extérieur. C'est un mot contracté. Oui, c'est ça, contraction. Voilà. Alors, troisième question, cher Guy. Israël donc, va fêter le 70e anniversaire de la création de l'État, de son État. Qu'est-ce qu'on peut se tirer, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement aujourd'hui? Alors, il y a bien sûr beaucoup d'enseignements à tirer et sur de nombreux plans. Je me contenterai, sans être en mesure de faire un bilan, de mettre peut-être en exergue quelques points. Quelques points, oui. D'abord, au niveau de la population. Israël, qui comptait environ 600 000 personnes en 1948, compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants, dont 75% sont juifs. Et il y a donc en Israël près de la moitié de la population juive mondiale qui est installée. Herzl disait qu'au début de la création de l'État, ce seraient les plus pauvres et les plus démunis qui viendraient, et qu'au fur et à mesure que le niveau de vie s'élèverait dans le pays, les Juifs des pays développés le rejoindraient. C'est ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, c'est ce à quoi nous continuons à assister aujourd'hui. Et de ce point de vue, le pari de Theodor Herzl est, je crois, largement gagné. Vous avez dit aussi que Israël est très en avant-garde au niveau, enfin au plan de tête, au niveau du monde scientifique, au niveau des informatiques. Enfin, il y a beaucoup de choses. Absolument. Israël compte peut-être parmi les 10 premiers pays les plus en avance du point de vue scientifique, du point de vue revenu par tête d'habitant. Et ça, non seulement sur une multitude de domaines, sur le plan médical, sur le plan nucléaire, sur le plan spatial, agricole, informatique, chimique. Chaque année, Israël est distingué par de nouveaux prix Nobel. Et comment on peut l'expliquer justement, cet avant-gardisme ou cette volonté toujours d'aller plus loin, de se dépasser? En tout cas, il y a cette volonté, je crois que vous l'avez dit, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de réussir. Et de rebondir. Et peut-être que le peuple juif en Israël, qui a réussi à avoir un nouvel État après 2000 ans d'espérance et de combat, a quelque chose à apporter au monde. Hein. Et bien sûr, toutes ces réussites matérielles qui sont satisfaisantes sur un certain point, ne résolvent pas le problème de la paix qui est crucial en Israël. Et, pas seulement en Israël. Hein. Mais particulièrement. Israël doit essayer, et qui réussit bien sur d'autres plans, doit essayer de réussir la paix avec ses voisins palestiniens et avec les autres pays arabes. Bien entendu, elle n'est pas seule à décider et la paix se fait à deux, mais elle doit tenter encore et encore d'avancer dans cette direction. Et puis, pour terminer, je dirais que, selon moi, Israël aura vraiment réussi quand il sera en mesure d'apporter au monde, conformément à sa vocation profonde, les lumières de la Torah. Ouais. Pour que vive une humanité meilleure, plus juste et en paix. C'est, en tout cas, le vœu que je formule à la veille de ce 70e anniversaire pour que ce jour arrive très vite. Eh bien, écoutez, sur ces mots de la fin, vous aviez dit, en préparant l'émission, qu'Israël a un devoir d'aider l'humanité. Et c'est un très beau message que vous nous donnez, cher Guy. Voulez-vous, l'émission touche à sa fin. Donc, chers amis, est-ce que vous auriez un dernier message ou donc de fêter ces 70 ans chacun déjà, chaque juif?
Chaque année, 70 ans, c'est déjà un âge, pour un être humain, un âge avancé, 70 ans. Chaque année a été véritablement un combat pour Israël parce que chaque année, sa vie a été menacée et sa vie est toujours menacée. Et eh bien, en tout cas, un anniversaire, c'est un moment de joie, c'est un moment partagé. Et je souhaite en tout cas que toute cette journée qui va suivre le Yom HaZikaron, qui est une journée de peine, puisqu'on se rappelle la mémoire de ceux qui sont tombés, toute cette journée du Yom HaAtzmaut soit en Israël et dans le monde et dans le peuple juif un moment de joie. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles de paix, merci beaucoup Guy de nous avoir éclairés sur tous ces sujets. Chers amis, nous vous souhaitons vraiment une excellente Yom HaAtzmaut, de fêter vraiment cet anniversaire en famille, entre amis, et de venir aussi au centre communautaire commémorer avec les offices, plus le lundi, puisque ça sera le lundi 23 avril, avec la troupe israélienne qui vient spécialement nous partager ce moment de paix, de joie et de vie. Voilà, parce que n'oublions pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et sur ces paroles, eh bien, nous nous quittons et nous espérons nous vous retrouver la semaine prochaine, vendredi, à la même heure, pour votre émission Judaïka, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Mon cher Guy, Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Carole. Et nous vous inviterons pour que vous nous parliez du livre que vous avez édité, vous avez été rédacteur en chef. L'Association Montréal. Avec oui. l'Association Montréal, oui. sur les Juifs espagnols, hein, c'est ça, il y a un côté. Non, ça c'est un livre sur les liens des Juifs d'Algérie et les liens historiques des Juifs d'Algérie avec la terre d'Israël, et qui montre finalement à travers de multiples exemples, à travers le temps, combien la relation des Juifs d'Algérie avec la terre d'Israël a été profonde, et combien finalement les Juifs d'Algérie n'ont cessé et continuent finalement de retrouver cette terre. Si nos amis veulent, vous pouvez rappeler le site de Montréal juste. Montréal, c'est Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. On va sur le site, il y a un site aussi. Il y a un site montréal.fr, vous pouvez aller, qui s'enrichissent chaque semaine d'une multitude d'apports d'historiens, d'écrivains, et qui permettent finalement de faire revivre cette mémoire d'un peuple juif, d'une partie du peuple juif qui a vécu probablement plus de 2500 ans sur cette terre du nord de l'Afrique. Bien, mais écoutez, en tout cas, joyeux Yom HaAtzmaut, et d'ici là, portez-vous bien et dites-vous que la vie est belle. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.